Bonsoir. Faisons un petit tour sur la voie express menant à Grand-Bassam. Une trentaine d'habitations ont été démolies dans le cadre d'un déguerpissement autour de cette autoroute. On en parle en tout début d'émission. À la fonction publique, les inscriptions pour l'édition 2022 du concours d'entrée à l'INA ont été lancées depuis le 3 février dernier. C'est connu de tous, ce concours suscite un réel engouement dans le pays et les rumeurs les plus folles courent autour de son sujet. Les détails du concours au cours de cette émission. Dans la sous-région, la République fédérale du Nigeria, elle refuse de dévaluer sa monnaie, malgré les recommandations du FMI. Les institutions de Bretton Woods estiment que le Naira est surévalué. Qu'adviendra-t-il de la monnaie du géant africain? Nous y reviendrons. Et ce soir, nous traiterons des futures élections législatives et de l'actualité politique nationale. À cet effet, nous avons avec nous M. Koukounion Christ Yvon, plus connu sous le nom de Johnny Pacheco, président du mouvement progressiste africain, candidat indépendant à ces élections. Débat et analyse, décryptage de l'information. L'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Alors, bienvenue. Oyez, bien bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je tenais avant toute chose à dire que les festivités de mon anniversaire s'étendront jusqu'au dimanche. Exactement. Voilà. Dimanche 14 février. Dimanche 14 février. Tu clôtures avec ce... Exactement, Sophie. Vous êtes dans la révélation. You are in the revelation. Tu aimes les bonnes choses. Oui, non, parce que les gens m'ont dit, non, on en a su un peu en retard, tout ça, donc c'est pas grave. Un décret personnel de ma propre part a décidé donc d'étendre les festivités de célébration de mon anniversaire jusqu'au dimanche. Joyeux anniversaire, Brice. Merci, Serge. Merci beaucoup. N'oublie pas d'envoyer ta wishlist aussi. Ah oui. À Rabia surtout, hein, pas à nous. C'est Non, on n'a rien demandé. Non, mais je tiens à souligner que les dames, et malheureusement Serge était indisponible, mais les dames hier m'ont fait une magnifique surprise. J'avais les larmes aux yeux parce que je ne m'y attendais pas du tout. Sophie Aïda, c'est une vraie actrice, mais bon, tu vois, non, j'ai vu que du feu dans cette histoire, mais bon, forcément. Vraiment, très belle tenue. Moi, j'allais dire ça aussi. Vous allez dire ensemble? Love it. C'est vrai. C'est une tenue d'une créatrice burkinabé, elle s'appelle Mami Sow. Very nice. J'ai tout de suite remarqué le faso d'Anfani, qui est magnifique. Avec le fil d'or comme ça. C'est bien, c'est bien. Quelqu'un m'a dit, c'est Serge, hein, qui m'a dit en studio, en loge, il m'a dit, oui, il y a le doré, c'est très très bien, ça donne de l'éclat. Ouais, non, vraiment, c'est très beau. Merci beaucoup. Ah bien, vous n'avez rien dit? De quoi? Ça, moi, j'adore le faso d'Anfani. J'ai une histoire particulière avec le Burkina. Donc, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai aimé. Ça m'a renvoyé à quelque chose de particulier. Moi, ça me rappelle, ça me rappelle le poulet à l'ail, poulet à la chasse. À la chasse. Franchement, j'adore le poulet du Burkina. Non, franchement, excusez-moi. On peut arrêter sur la tenue parce que... Là, c'est en train de virer. Non, ça Je peux dire, oui, il est au régime. Oui, Parler de poulet. Et non, chaque fois que je vois cette tenue, je pense à poulet à l'ail. Je dis, allez, tout ça, Mais non, poulet à l'ail et tout. mais c'est protéiné, il n'y a rien de grave, Franchement, c'est très bien. C'est bon? Ouais. Merci, mesdames. Magnifique, machallah. Très beau. Voilà. Quand vous avez apprécié la foodie. Bon, attendez, ouais. Mais tu n'as pas vu, nous aussi, on est en rouge, noir. Oui, il y a du rouge, noir, il y a du rouge. Tout le monde a une petite note, une petite touche de rouge. Le burkindi, on appelle ça comme ça, non? Le pagne burkindi. Non, le faso d'Anfani. Non, pas le faso d'Anfani. Le burkindi, c'est celui avec l'oiseau. Ouais, l'oiseau. Il y a du rouge, il y a du noir. C'est l'huile épinée. Pardon? Ah oui, non, Belindi, c'est une marque en fait. C'est de l'huile épinée. L'huile épinée. Pardon. Et puis ça va, vite. Ok, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais juste dire un petit désencouragement et surtout mon soutien à une jeune femme policière qui a failli se faire tuer aujourd'hui au feu de la mosquée de la Riviera, de la Riviera Golf. En fait, il y avait un contrevenant, donc un taximan, qui a brûlé le feu. Et elle a voulu s'interposer en lui demandant de s'arrêter. Donc elle s'est mise devant et il n'a pas voulu s'arrêter. Il a essayé de la ramasser en continuant à rouler sur elle sur une certaine distance. Moi, j'étais arrêtée au feu. Et à un moment, il a foncé. Et heureusement qu'elle a eu la présence d'esprit de se jeter de l'autre côté de la voie. Il a écrasé son téléphone et il a foncé à 100 à l'heure pour continuer, pour ne pas qu'on puisse l'attraper. Heureusement, j'ai pris le temps de remarquer sa plaque d'immatriculation et j'ai appelé la policière pour lui dire la plaque d'immatriculation. Elle m'a remercié. En tout cas, Yako et soutien parce que ce n'est pas évident pour ceux qui s'occupent de la circulation
voilà, quoi, de faire respecter la loi. C'est un C'est acte pas évident tout court pour les terrible. policiers, c'est un métier dangereux. Très bien. Merci beaucoup. Merci Madame Bleu. Merci beaucoup. Après, femme, il a pu aussi perdre le contrôle de ses freins. Du Alors, il l'a regardé droit dans les yeux. Moi, j'ai été marquée, j'ai été tétanisée parce qu'il était déterminé. C'était un jeune homme. Il Présomption- avait un regard présomption déterminé. d'innocence. Non, je n'ai pas mais elle a donné de vu, nom. elle a vu. Je l'ai vu, j'étais à côté et j'observais C'était pas la scène. raison de la. Vous évoquez éventuellement une Ouais. perte du contrôle de son Présomption. véhicule, Non, mais non, absolument. quand Il elle était est déterminé oui. et il avançait à Voilà. petits pas, on Voilà. va dire. Et son regard m'a choqué parce qu'il était déterminé à foncer. En tout cas, c'est toi qui Il n'avait pas envie de s'arrêter. Peut-être qu'il n'avait pas de pièces, je ne sais pas. Mais you know better. il était déterminé. Moi, franchement, je ne sais pas si on peut, si on a le temps de On va démarrer tout de suite avec les points saillants, si vous voulez bien. Ça va bien. Il faut faire attention parce qu'à Abidjan, on a l'impression que des fois, c'est une jeune. Ce qui fait l'actualité d'ici d'ailleurs, en plus de ça, c'est dans le live actu. Bon, allez, on va évoquer justement, vous parlez de circulation, on va évoquer la voie routière, et cette fois c'est l'autoroute de Bassam qui nous intéresse, où là malheureusement il y a un décapissement qui fait jaser. Qui fait jaser, on a vu les premières photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook principalement, où on a vu différentes maisons qui ont été démolies, dont celle qui a marqué le plus, parce que la personne impliquée est une personne connue, et c'est le Super Ebony 2009, Monsieur Jean Roche Kwame, donc, qui est journaliste, et qui, avec les 30 autres habitants de cette cité qui s'appelle la cité Akisideta, qui a vu... Pourquoi tu rigoles? Non, qui a vu, malheureusement, ils ont vu malheureusement leur habitation détruite voilà, il y a 2 jours. Et c'est vraiment des personnes qui se trouvent dans une situation assez difficile en ce moment parce que voilà, ils n'ont pas un endroit où se retrouver en ce moment. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Leur maison se trouve à proximité de l'autoroute de Grand Bassam et il se trouve qu'en agglomération, en tout cas c'est ce qui est dit, il est requis un vide à 100 mètres de part et d'autre de l'autoroute. Donc les maisons se trouvant dans ce qu'on appelle l'emprise publique ont été détruites. Et la cité en question, qui a au moins une trentaine de personnes, donc, ont vu leurs maisons qui ont été détruites. N'oublions pas qu'ils ont reçu la première mise en demeure en 2016. Oh, wow. Et il y avait même eu un article à ce sujet que je retrouvais, qui avait été écrit par l'Éléphant déchaîné, où l'article mentionnait le titre, je vous donne le titre de l'article, Jean Roche Kwame, Super Ebony 2009, est prié de déguerpir de sa villa par un arrêté ministériel. Donc l'article date de 2016 et ils avaient déjà reçu une mise en demeure. Donc après les relances, les propriétaires des lots visés ont pris un avocat, donc à ce moment précis, qui a engagé des discussions avec la direction du domaine public, parce que c'est la direction du domaine public qui leur a envoyé ce courrier de mise en demeure pour leur demander de quitter les lieux. Et donc, il s'en est suivi des pourparlers avec des avocats qui ont été engagés. Et voilà, finalement, la maison... J'en retiens que les pourparlers qui s'en sont suivis, donc forcément, n'ont pas abouti. Qui n'ont pas abouti parce que finalement, leur maison a été détruite depuis 2016, donc ça fait 5 ans. Depuis lors, peut-être que finalement, ils n'ont pas pu trouver un terrain d'entente. Ben, La question à se poser maintenant, c'est de savoir qui était le propriétaire immobilier. Ouais, le propriétaire immobilier, c'est Proxime Finance Construction, qui a mis en place cette promotion immobilière en 2009. Et les habitants ont commencé au fur et à mesure à occuper cette promotion immobilière, même si toutes les commodités ne s'y trouvaient pas. J'ai lu dans le même article qu'il y avait des difficultés à faire venir l'eau, que les riverains, donc les habitants, se sont mis ensemble pour pouvoir financer ces travaux. Donc il y avait déjà certaines difficultés au moment de leur installation dans cette cité. Donc l'UNJCI, qui est l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, a déploré cette démolition sans dédommagement. Donc il y a déjà une question de dédommagement qui a été soulevée. Donc cette démolition sans dédommagement du journaliste Jean Roche Kwame, au motif, et je cite, que sa maison est dans la servitude de l'autoroute de Grand Bassam sur le domaine public. L'UNJCI rappelle que la cité Akisideta a été achevée en 2009, avant la construction de l'autoroute de Grand Bassam, et que le promoteur immobilier est encore vivant et connu de tous. Donc là, je n'ai pas trop compris la précision de leur part. Et l'UNJCI dénonce une situation injuste et inhumaine et dit se réserver le droit de donner une suite judiciaire devant les autorités compétentes afin que justice soit rendue
Au Super Ebony 2009. À ce propos, pardon Sophie Aïda, à ce propos, je tiens à signaler que nous devions voir sur ce plateau le Super Ebony. Oui. Donc justement pour donner les détails de cette, en quelques détails sur cette question. Malheureusement, au dernier moment, il s'est désisté. En tout cas, il n'a pas été présent sur le plateau avant ou pendant pour la préparation de l'émission. Ça aurait été bien qu'on puisse le recevoir. En tout cas, on l'a invité, il a même donné son accord de principe. Il a même été annoncé. Et puis, bon, au dernier moment, on n'a pas eu de nouvelles. Je suis très attristé par ce qui arrive à notre Super Ebony. On voit bien l'élan de solidarité, notamment de l'UNJCI et de tous les journalistes quand on regarde la une de la presse depuis hier. Mais j'ose espérer, surtout quand je vois que l'UNJCI dit qu'ils vont se constituer pour essayer de faire justice ou donner réparation donc, aux droits de M. Jean Roche. J'espère en tout cas que la majorité, sinon tous ceux qui sont victimes de cette situation-là ou qui se sentent victimes vont se constituer ou que peut-être l'INJCI aussi, qui a une voix à travers donc, de leur journaliste Jean Roche, vont aider ces personnes-là à se constituer aussi. Parce que c'est vrai que, bon, aujourd'hui, c'est le plus médiatisé de ces habitants-là, mais il n'est pas le seul. Non, en fait, j'avais un tout petit peu souri tout à l'heure, j'étais à le signaler, c'est plutôt le nom de la cité qui m'avait fait un tout petit peu sourire. Oui. Akissi Delta. Bon, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, elle n'est pas derrière. C'est le nom, c'est une comédienne, donc c'est normal que ça appelle au sourire après. Oui, exactement. C'est un petit message à l'édito. Tout à l'heure, tu disais, tu n'as pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont précisé que le promoteur immobilier était encore vivant et connu de tous. Je pense que c'est peut-être ce que tu disais, parce qu'on sait que c'est un promoteur immobilier qui a mis en place cette promotion immobilière. Il y avait déjà des problèmes d'eau, comme on dit. Enfin, il y avait pas mal de soucis. Et peut-être que ce qu'ils essaient de dire quelque part, c'est pourquoi s'attaquer à ces riverains alors qu'il y a une promotion immobilière qui a construit. Voilà, il y a un promoteur immobilier qui a construit cette promotion immobilière. C'est peut-être lui qui devrait résoudre cette situation par rapport à ses habitants. Mais bon, à mon avis, ça, c'est vraiment sur la partie process. Maintenant, sur la partie exécution, c'est lui qui a exécuté après ce chantier-là. Et après, bon, je pense qu'il y a un flou quand même sur le process. Mais moi, je considère qu'on est dans un état de droit et que, jusqu'à preuve du contraire, peut-être, toute la procédure a été respectée parce qu'on a vu qu'ils ont reçu déjà des mises en demeure, etc. En 2016. Maintenant, est-ce que... il paraîtrait que pour être dédommagé, il faut des titres de propriété en bonne et due forme. Et il faut aussi, ça dépend également de la nature du titre de propriété dont la personne bénéficie. Et malheureusement, comme il n'est pas là, aujourd'hui, on ne peut pas avoir... On a souhaité lui donner la parole pour qu'il y ait un certain nombre de détails, réponses, malheureusement. Juste pour compléter, pour rajouter dans l'information, même si ce n'est pas suffisant, mais ça peut aider, j'avais parlé d'eau, mais c'est plutôt de raccordement du transformateur. Donc je vais juste rapidement citer la mention de l'éléphant déchaîné en 2016. Donc depuis septembre 2015, certains propriétaires s'y installent, donc dans la cité Akissi Delta, et cela grâce à un habitant qui a acquis un transformateur de plusieurs dizaines de millions de francs CFA, sur lesquels pourront se raccorder ses voisins. Mais parmi ces nouveaux habitants, les plus malchanceux, dans ceux dont on parle en ce moment, les 30 personnes, les plus malchanceux sont ceux qui habitent à 100 mètres le long de l'autoroute. Donc, ce n'est pas l'entièreté de la cité qui est démolie, mais ceux qui se retrouvent dans le domaine public. Pour les questions de sécurité aussi. Pour les questions de sécurité. Mais qui avait été construit quand même avant mais qui avait été notifié, qui avait reçu une mise en demeure. Est-ce qu'ils ne se sont pas entendus sur le montant peut-être du dédommagement? Beaucoup de questions se posent. Ce que tu dis ne pas comprendre, c'est que quand on a reçu d'ailleurs même le ministre ici, il nous a dit qu'il y a beaucoup de pirates, donc de gens qui construisent sans forcément d'autorisation. Mais une cité en bonne et due forme comme ça, c'est vrai que l'autoroute n'était pas encore construite, mais le tracé, on le connaissait très bien et on connaissait des projets d'extension. Donc, comment il arrive à avoir une autorisation de construire jusqu'à finir sa construction dans un état de droit comme le nôtre et attendre après qu'on envoie des mises en demeure et tout, je trouve que bon... Il y a des responsabilités. Vous disiez qu'il y a eu des avocats, il y a eu une démarche avec un avocat, mais forcément ça n'a pas abouti. Oui. Après on a vu des cas où tout va bien jusqu'à ce que l'État, dans son projet d'infrastructure, décide de construire un chemin de fer ou bien de construire
voilà, une route, etc. Voilà, une infrastructure. Et puis à ce moment-là, les plus malchanceux, on va leur demander de partir. Oui, et je veux dire, ce genre de problème arrive très souvent ici et ailleurs. Et il y a des dédommagements dans ce oui, après il y a un dédommagement, par attention. Contre, pour Bassam, l'autoroute, on connaissait le tracé depuis longtemps. Après, même par rapport au dédommagement, la plupart du temps, c'est parce que soit ils n'ont pas encore reçu le montant pour pouvoir justement se préparer à déménager, ou après même, ils ne sont pas d'accord sur le montant qu'on leur propose, ou bien sur le lieu de déménagement. En fait. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, on est déjà assez triste, parce que peu importe les raisons, aujourd'hui, on a des familles, exactement, il y a des familles qui sont obligées aujourd'hui de se poser des questions sur où se loger, et ça, c'est très triste. Bon, on va aborder un autre point, si vous le voulez bien, et c'est celui concernant donc le concours de l'ENA. Les inscriptions donc ont démarré, on le disait, depuis le 3 février et se poursuivent jusqu'au 24 mars prochain. Il y a de l'engouement au niveau de ce concours-là, on le sait tous. Effectivement, ça a commencé, ça a débuté le 3 février, selon un communiqué quand même, on précise qui date du 9 février. Donc sur la question de la forme ou du process, voilà, c'est assez incompréhensible, mais bon, voilà. Et qui annonce que les inscriptions pour les concours directs et professionnels d'entrée en 2022 à l'École nationale ont débuté, donc voilà, ce 3 février, et vont prendre fin le mercredi 24 mars 2021. Donc les concours de l'ENA, justement, suscitent beaucoup d'intérêt. Il y a énormément de personnes qui participent à ces concours chaque année. Et on ne sait pas, au début du concours, on ne sait jamais combien de personnes sont admises à la fin de ce concours-là. Et c'est quasiment en fin de ce parcours que le total de retenue est fixé. Et donc, pour le concours d'entrée en 2021, les postes budgétaires ont été communiqués le 20 novembre 2020. Et ça a été un total de 340 candidats qui ont été admis. Et pour le concours d'entrée en 2020, les postes budgétaires ont été communiqués le 17 octobre 2019 et ça a été un total de 290 candidats qui ont été admis. Ça varie en fait. Oui, ça varie. Et ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il y a un nombre énorme de candidats et peu d'admis. Et peu d'admis, peu d'appelés. On peut dire ça comme ça. Et l'autre point, c'est que beaucoup des cours de préparation en fait sont imposés aux différents concours. Pour les candidats au concours professionnel, ils doivent s'acquitter des frais d'inscription à ce concours-là. Et quant aux candidats qui sont dans les concours directs, eux, ils accèdent au second tour et ils doivent payer les frais pour les cours de préparation. Donc on se pose énormément de questions. Pourquoi imposer d'abord des cours de préparation à ces candidats, alors qu'on se dit que chacun doit pouvoir avoir la liberté de se préparer comme il veut et comme il peut. Et voilà. Et des bruits courent que les places pourraient être vendues ou achetées. Ah, mais c'est la réalité. Voilà. Bon, après, c'est... I'm so sorry. Mais on parle au conditionnel. Là, dans tous les pays africains, on entend... Il y a toute cette rumeur-là autour. Il y a toute cette rumeur-là autour des concours. Surtout parce que en fait, la population a une perception des métiers d'administration qui ne devrait pas être. Oui, parce que les gens... Oui, parce qu'on se dit, tu vas gagner, à vie, tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais tu gagnes une carrière à vie, en fait. Oui, mais tu n'es pas licencié, tu n'es jamais licencié. Tu n'es jamais licencié. Voilà, donc. On te demande pas d'objectif à atteindre. Oui, pas de pression, pas de. Et surtout, tu gagnes beaucoup plus que ce que tu es censé gagner. C'est ça. Au fur et à mesure, ton salaire va évoluer selon ta catégorie, A+, A, B, je ne sais pas quoi, j'invente. Mais au fur et à mesure, ton salaire va augmenter. Tout ce qu'on te demande, de venir, d'être là et de rentrer à la maison, de venir, d'être là et de rentrer à la maison. Ça attire beaucoup de jeunes. Pardon ? Être là et encore. Et encore. Mais par contre, il ne faut pas croire, même si on dit ça, quand même, il y a des fonctions dans lesquelles les gens travaillent. Oui, non, ça c'est bien clair, sûr, évidemment. Non, en fait, c'est tout le business autour. Derrière moi, je vois beaucoup d'affiches. Préparation concours de l'ENA, dans les quartiers. Jusque-là, tout va bien. Des affiches et tout ça. Parce qu'on suppose que comme c'est un concours, il y a des gens qui... Voilà, il y a des préparations à la culture générale et tout. Mais sauf que derrière ça, on dit, bon, mais il y a des gens qui auraient développé. Voilà, qui profitent en voyant maintenant, ils utilisent les SMS. Des bons ou des
moins bons réseaux. Des mauvais jamais. réseaux, des moins bons. Des SMS, oui, je peux vous trouver une place, je peux vous faire accéder au concours, je peux ceci et tout. Et il y a beaucoup comme je disais, business, quand je parle de business, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui font de la malversation autour, qui vendent des illusions aux participants à ce concours. En tout cas, tous ceux qui vont pour acheter les places et puis qui se sont fait avoir, c'est bien fait pour vous. Voilà. Très bien. Sophie, elle est énervée. En tout cas, moi, il y a un gars qui m'a envoyé un message pour me dire qui avait la possibilité de me trouver une place à l'ENA. Ah bon? Ça dit oui. Ça, ça existe. 6 millions, il m'avait dit. C'est monnaie. C'est terrible. Voilà, mais le c'est message qu'il m'avait combien envoyé pour ça, il y avait 17 fautes dedans. Je me suis dit. Mais attends, 6 millions, combien de temps? Vous devez vraiment le déranger, ce monsieur-là. Rentabiliser. D'ailleurs, quand il allume sa télé le soir, qu'il vous voit, il se dit « Ah non, il faut que je joue le cas à l'ENA, lui. C'est bon, quitte à ce que je paye 6 millions, mais il faut qu'il disparaisse de ma télé. » Il faut qu'il paye à l'ENA, ce mec. Oui, mais bon, après, c'est Abrice qui demande, mais comment, supposons qu'il ait envoyé ça à une autre personne et que cette personne C'est sûr qu'il soit a envoyé. intéressée. C'est Mais comme du imaginez spam. combien de temps tu vas faire pour rentabiliser tes 6 millions Non, mais. dans la fonction publique, Tu veux juste Brice. rentrer, Oula. Tu comprends? 6 millions de francs CFA. C'est une autre problématique. Là. Non, mais tu sais. Dès que je suis rentré, Aussi, Voilà, si, je comment je comprends. vais faire On se comprend. Voilà. On va J'ai voir. un investissement. Voilà. Oui, qui est très vite rentabilisé, on va dire. En Souvent. tout cas, c'est dommage. En tout cas, normalement, c'est un Malheureusement. concours d'administration publique. Mais justement, alors, il y a deux choses qu'on peut aborder. Vous posiez tout à l'heure la question. Bon, c'est pas moi qui trouve 6 millions. C'est tous les membres de ma famille Ah oui, qui ont en envie que je général. parte Oui, à oui. l'ENA qui se cotisent. Ils vont lever les fonds. Pour qu'on puisse, qui lèvent les fonds pour que je puisse avoir 6 millions. C'est ce qu'on appelle du love money. Tu Voilà, prends de après, ils l'argent auprès savent de la que famille. Oui. chaque fois qu'il y aura un Après, baptême dans la je vais peut-être soutenir les gens. et puis, J'ai ça un nom aussi. sous-préfet. Et puis, il y a la fierté ils savent d'avoir, aussi que voilà. si tu es très très fort, les 6 millions, là, tu as rentabilisé ça très vite. Mais justement, ça veut dire qu'il y a des personnes qui acceptent de payer bien quand même sûr. 6 millions. Bien Ils sûr. savent que c'est pas légal. sûr, Ils bien vont te dire, sûr. bon cher, tant que ça peut. Est-ce que c'est sûr? C'est la question qu'on pose. ça. Bien Le sûr, CP est parce que sûr. le fils du cousin de Voilà, la lui, il a nièce fait ça. a eu Connaîtant le et truc. tout. Voilà. Il a Et payé ça, les 6 millions, il a eu. Ça démarre aux examens à grand tirage au niveau de l'éducation nationale. Il y a forcément tout le temps des parents ou bien des enseignants qui vont essayer de vendre. Voilà. Donc c'est D'acheter dommage le bac. d'acheter le bac. Acheter et Mais tout là, ça. on parle même du BEPC. réseau parallèle, le réseau officiel. Il faut qu'on en parle également. Aujourd'hui, on impose à ces candidats des cours de préparation à payer. Ils doivent le faire Oh, wow. absolument. Voilà, à payer en plus. obligatoirement. Non, mais après, il y a une autre problématique que ça Ouais. soulève. Oui, vous payez vos 6 millions. Bon, après, vous n'avez peut-être pas. il est sur les Directement, 6 pas les 6 millions. La ça question que je me me pose, est-ce que tu reçois un reçu quand tu payes les 6 millions? Jamais. Ah non, jamais. Mais sauf que quel Et du genre. coup, tu peux pas Voilà un porter monsieur plainte. qui a envie d'être animateur depuis longtemps, présentateur, et puis il a payé 6 millions à l'ENA. Non, moi je te rassure, je Quoi, pense que pour la c'est compétence. comme les emails, c'est-à-dire qu'il a envoyé dans le tas à au moins 50 ou 1000 numéros, c'est-à-dire que les numéros qu'on met sur les fiches des gardiens, lorsqu'on s'enregistre là, ou aux cabines téléphoniques, donc forcément c'est de business derrière aussi, parallèle, et il envoie dans le tas des SMS groupés. Non, et C'est puis, tout. bon, peut-être qu'il y en a qui connaissent des gens même qui le connaissent, c'est pas forcément dans le tas, mais quand ils ont fini de faire ça, ils ont payé. Oui. Mais là, ils deviennent quel genre de sous-préfet? Parce que Mais c'est ça, forcément. mais c'est justement ça. Et c'est là où est le souci de plusieurs, je suis désolée, de nos Comme quel leaders genre dans d'administrateur, parce qu'il n'a l'administration. forcément pas la Parce que- compétence. Mais après, Exactement. certains justifient ça par le fait que, aussi, il y a des places qui sont réservées à une certaine élite, machin. Donc, ils se disent, bon, c'est le seul moyen qu'on a. Parce que si on va avec toute notre compétence, tout notre savoir en train de vouloir faire le concours, il n'y a aucune chance que la personne puisse être retenue. Ouais, mais c'est ça, malgré c'est toute vrai. sa compétence. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, il a les points, on dit, non, c'est pas, je ne le connais pas, non. Est-ce qu'il a payé 6 millions? Oui, allez, oui, ça et là. Non, mais ça Donc, il y a un ça montre compte voilà, C'est exactement les incroyable, failles à enfin, ce niveau-là. Et le nettoyage qu'il y a à faire. La réforme, on parle encore de réforme, Réforme, éducation, réformer. voilà. Et non, mais ça va jusqu'aux mentalités. Hein. Ça va oui. jusqu'aux Bah mentalités, oui. quand même. Oui, mais Parce que après, on commence- Au mérite, surtout. Oui, mérite. L'éloge du mérite. Mais je pense qu'avant même de pouvoir changer les mentalités, parce qu'on va prendre une génération, déjà en attendant quand même des mesures dissuasives C'est ça. et des mesures correctives feraient déjà l'affaire pour corriger pas mal de choses. Ouais. Mais si on doit changer les mentalités, on va attendre longtemps. Hein. Très bien. Bon, en tout cas, en parlant de mentalité, il y en a qui ont la tête dure. Hein, eux, ils sont au Nigeria. Ils ont dit niet à la dévaluation. Pas de oui. dévaluation. Du côté Non du Nigeria, dévaluation. effectivement, il y en a qui lèvent les voix et qui tapent du poing de la table. Alors, c'est un rejet donc par le Nigeria des recommandations du FMI en ce qui concerne l'instabilité monétaire là-bas. Les institutions de Bretton Woods, que sont le FMI et la Banque mondiale, estiment que la monnaie nigérienne est surévaluée
à plus de 18%, et seule sa dévaluation est à même d'atténuer les déséquilibres extérieurs. Alors ces déséquilibres extérieurs selon le FMI sont les suivants, puisque les administrateurs ont noté des taux multiples qui sont, dans un français assez simple, des écarts entre le taux officiel et celui du marché parallèle. Voilà, donc chacun peut se faire sa petite idée. Donc voilà, Naïka, comme on dit, la flexibilité limitée et les pénuries de devises posent problème, toujours selon le FMI. Ils ont donc recommandé une approche graduelle et en plusieurs étapes pour établir un régime de taux de change unifié et clair, l'accent étant mis à court terme sur une plus grande flexibilité. Alors, en d'autres termes, une dévaluation permettrait au Naira nigérien d'être plus compétitif à l'extérieur en s'arrimant parfaitement aux autres monnaies étrangères. Ce que M. Muhammadu Buhari, donc président du Nigeria, refuse de faire, car dans sa réponse aux institutions de Bretton Woods, selon lui, c'est juste une instabilité monétaire passagère due au Covid-19 et qui vont très vite rattraper. Donc en gros, pour essayer de résumer un peu les propos de M. Muhammadu Buhari, président du Nigeria, c'est ce qu'ils ont décidé de faire et refusent la dévaluation du Naira. Voilà. Bon. Alors, même si moi j'étais Muhammadu Buhari, je me serais dit à un moment donné, ça marche d'une certaine manière. Vous venez pas me dire qu'on va dévaluer juste pour équilibrer. Écoutez. Mais le problème c'est que j'ai vu certains commentaires sur les réseaux sociaux, en tout cas Twitter, mais même le LinkedIn aussi, de gens aussi panafricanistes. Qui se plaignaient et qui encourageaient plutôt le Nigeria en disant c'est bien, il faut répondre comme ça au FMI, ils se prennent pour qui, il faut qu'on ait une monnaie, c'est normal et tout ça. Mais le problème c'est que quand vous êtes un État, que vous empruntez régulièrement à l'organe de régulation qu'est le FMI et que vous empruntez à celui à qui tu empruntes, il a du pouvoir sur bien toi. Sûr. Donc, derrière... Mais après, la réponse est quand même assez stratégique, parce que il ne dit pas je suis... Oui, ce que vous dites est faux. Il dit juste que c'est pas ça. Il dit en effet, il dit que les réserves de change ont été mises à rude épreuve par le contexte de la Covid-19, ce qui a réduit les entrées à cause de la baisse des revenus du pétrole. Quelque part, c'est vrai. Alors qu'en parallèle, les sorties ont été intensifiées par les besoins de biens médicaux et en matériel de lutte contre la pandémie. Donc, laissez-moi un peu le temps de rebondir. C'est raccourci. Voilà, c'est pas faux, en somme. Moi, ce que ça m'inspire, c'est que il n'y a pas que le Nigeria qui a une monnaie, il n'y a pas que le Nigeria qui a une économie, il n'y a pas que le Nigeria qui exporte du pétrole et les autres pays qui ont leur monnaie. Ils n'ont pas ces mêmes problèmes. Pourquoi on leur demande ? Peut-être qu'ils l'ont. Oui, mais est-ce qu'on leur a demandé de dévaluer ? Non, mais le Nigeria, par contre, a son économie qui est fondée à 90% sur le pétrole. Donc, qui est assujetti justement aux fluctuations de ce pétrole. Le Nigeria ne transforme pas son pétrole, il ne raffine pas, donc ils exportent les barils de pétrole et quand ils reviennent, ils sont raffinés. Donc, mais c'est maintenant qu'Aliko Dangote... D'ailleurs, en 2016, il y a eu une dévaluation au Nigeria à cause de la chute justement des coûts du pétrole. Autre question d'une citoyenne lambda, es-tu quelqu'un qui ne se connaît pas en économie ? Et on termine là-dessus. Voilà, on termine là-dessus. Et les pays du Golfe ? C'est pas la même économie. Même si c'est pas... Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on leur demande absolument de dévaluer ? L'OPEP est dirigé par ces pays du Moyen-Orient. L'OPEP est dirigé par eux. C'est pas comparable. Au Nigeria, on dit Niger no the carry last. Il y a déjà eu justement ces dévaluations-là 2 fois, 2016 et 2020, à cause justement du cours du pétrole. Donc on attend de voir. Ça dépend du pétrole. Niger no the carry last. Ok, bon, allez, on va marquer une pause avant de retrouver notre invité, qui n'est autre que M. Koukouignon, dit Johnny Pacheco. Notre invité du soir est une figure du web en Côte d'Ivoire, très actif sur les réseaux sociaux. Il est aujourd'hui le président du mouvement progressiste africain. Il est même candidat aux prochaines élections législatives. Koukouignon Christ Yvon, dit Johnny Pacheco, est avec nous sur le plateau. Bonsoir, monsieur Koukouignon. Bonsoir. Alors, avant toute chose, je tenais à préciser que pour cette émission, en face de M. Koukouignon, nous devions avoir un autre invité, Steve Biko en l'occurrence, qui a estimé ne pas être dans de bonnes conditions face à un autre invité, notamment vous. Donc, il a tout simplement annulé sa participation à cette émission. Et puis nous avons souhaité vous inviter. Vous êtes ivoirien, vous souhaitez vous exprimer sur une télévision sans filtre. Et donc voilà, ce qui justifie un tout petit peu votre présence. En tout cas, avec vous, on parlera
Beaucoup de questions. Pour la législative, on l'a dit, vous êtes candidat, on ne parlera pas malheureusement de cela. La AK, la CEI nous impose de ne pas en parler encore, vu que la campagne n'est pas ouverte. Mais vous êtes cyberactiviste, vous êtes activiste, on parlera de cette activité-là. Première question, M. Koukouignon, vous étiez en exil. Oui. Déjà, qu'est-ce qui vous avait emmené en exil? Et la question qui suit, c'est qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique aujourd'hui votre retour? Quelles sont les raisons qui sous-tendent ou motivent votre retour en Côte d'Ivoire? Bon, j'aimerais vous remercier et saluer tous les participants à cette émission. J'ai été en exil suite à la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2011. J'étais gendarme en Côte d'Ivoire et je ne me sentais pas en sécurité à un moment donné. Pendant que j'exerçais mon métier, alors j'ai dû, bien entendu, partir pour des raisons politiques. Et bon, aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire. Vous me demandez ce qui explique mon retour ici, en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara, à la télévision nationale, s'adressant à la majorité des Ivoiriens, a demandé à tous les exilés qui étaient en dehors de la Côte d'Ivoire de rentrer pour une convivialité conjuguée, une fraternité entre frères ivoiriens, et pour une réconciliation vraie et durable. Donc, j'ai saisi la main tendue du président et je suis venu dans mon pays. C'est très bien que vous... J'ai noté que vous avez dit 2 fois le président. La VA vaut ce qu'elle vaut, mais il y a des moments où vous disiez Ouattara. Autre chose. Autre chose. Mais qu'est-ce qui a changé? Oui. J'étais dans mon rôle d'opposant, c'est tout. Voilà. Est-ce que vous avez des raisons valables à ce moment précis d'utiliser tous ces mots que vous avez eus à l'encontre du président et du parti au pouvoir? Justement, je constate qu'on a été dans une bulle propagandiste qui était chapeautée par le tenant du FPI. Et aujourd'hui, bon, étant en Côte d'Ivoire, constatant moi-même l'avancée des travaux que le président Ouattara fait pour que la Côte d'Ivoire ait un nouveau visage, mais c'est normal qu'on ait des regrets et qu'on revienne sur ses pas, puis on lui donne toute la civilité. Vous pensez avoir été manipulé par le FPI? Donc vous étiez proche? Pas manipulé, j'ai pas 16 ans. Induit en erreur, oui, je suis d'accord. Vous étiez très proche du FPI? Oui, bien sûr. Mais vous avez précisé que vous n'avez pas de carte de partisan du FPI, mais vous êtes un pro-Gbagbo. Parce que j'ai lu dans un article, une récente interview. Les journalistes écrivent ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas pro-Gbagbo. Je me suis battu pour que Gbagbo Laurent sorte des prisons. Parce que j'ai estimé à un moment donné qu'étant panafricain, je ne pouvais pas accepter de voir certains frères être jugés par les Occidentaux. Avant, vous disiez que vous étiez gendarme. Excusez-moi, si vous étiez gendarme. Vous avez dit que vous êtes parti en exil parce que vous ne vous sentiez pas en sécurité, certainement à cause de vos positions. Bon, en ce moment-là, l'amalgame était fait. Voilà. C'est vrai qu'un gendarme, il est apolitique. Voilà, quand on te met dans la sécurité d'une autorité, tu ne fais que faire ton travail. Mais les balles, malheureusement, n'ont pas cette compréhension des choses. Donc, à un moment donné, lorsque les gens mouraient ça et là, on n'avait pas d'autre choix que de quitter la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas pour vos convictions politiques, forcément. Mais je ne faisais pas la politique. Très bien. Voilà. Monsieur Koukouignon, l'exil, c'est difficile. Oui, c'est dur. Difficile. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que votre retour est suscité par l'envie de manger à sa faim? Non, pas du tout. Pas du tout. En Europe où je suis propriétaire d'un bien immobilier. Voilà, j'ai mes enfants, j'ai 3 enfants là-bas. Je travaille. Et voilà, donc pas forcément. Hein. Celui qui vit en Europe, il n'a pas forcément envie qui que ce soit ici en Côte d'Ivoire. Alors, quel moment... Rabia, vous avez une question? Non, vas-y d'abord. À quel moment, justement, quand on quitte la Côte d'Ivoire pour des raisons que vous avez évoquées, oui. On devient activiste, cyberactiviste Et ma question surtout, c'est quoi un cyberactiviste d'abord? Bon, moi, je ne suis pas cyberactiviste. Hein. Les gens m'appellent cyberactiviste, mais moi, je ne suis pas cyberactiviste. D'accord. Je suis président d'un mouvement politique de pression qu'on appelle le MPA, voilà, Mouvement Progressiste Africain. Mais avant ça, déjà, vous faisiez des interventions sur les réseaux sociaux? Ce qui explique... Bon, à la base, j'ai fait la FECI. Hein. Voilà, donc c'est pas... Donc vous êtes un activiste à la base? Bon, oui, à la base, on peut le dire comme ça. De la FECI. Voilà, justement. Et donc vous avez utilisé les réseaux sociaux? Voilà, pour faire et donc c'est devenu cyberactiviste? Ouais, justement. Bon, on peut appeler ça comme vous voulez, mais bon. Moi, je ne me considère pas trop cyberactiviste. Très bien. Est-ce que vous voulez faire la différence avec ceux qu'on considère comme cyberactivistes? Bon, franchement, je ne suis pas là pour parler de quelqu'un, je ne suis pas cyberactiviste, un point, c'est tout.
Alors, bon, dans tous les cas, vous avez quand même beaucoup utilisé les réseaux sociaux Oui. pour vous exprimer. Ça, c'était pendant que vous étiez en exil politique, disons, en asile politique. Oui. Mais vous aviez tenu très souvent des propos très, très durs à l'endroit du pouvoir, Ou à l'encontre, voilà, à l'encontre, disons, du pouvoir à Abidjan. Oui. Quelles ont été les motivations à l'époque? Bon, la motivation était qu'on venait fraîchement de sortir d'une guerre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le président Laurent Gbagbo qui avait été arrêté, déporté à la Cour pénale internationale. Voilà, donc à l'époque, on ne voulait pas entendre raison. Le président Ouattara n'avait pas réalisé quoi que ce soit. Il venait à peine de prendre le pouvoir. Donc, comme je l'ai dit, on était tous confondus dans cette bulle propagandiste du FPI. Et c'est ce qui a bien entendu, ce qui explique bien entendu ma démarche et la sévérité de mes propos vis-à-vis du pouvoir. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui à cette bulle propagandiste, selon vos termes, qu'est le FPI pour vous aujourd'hui, alors que ce mouvement-là vous a abrité politiquement longtemps et vous l'avez servi avec ces termes aussi sévères sur la toile. Qu'est-ce que vous reprochez au FPI aujourd'hui? Il vous a tourné le dos? Non, le FPI ne m'a pas adopté. Je pense que le FPI me doit plus que je dois au FPI. Voilà, il faut situer les choses dans leur contexte. Je reproche au FPI d'abord à son leader, M. Laurent Gbagbo, son mutisme politique et sa roubladise. Aujourd'hui, vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, nous avons des camps, voilà, le camp Nadi Bamba et le camp Simon Gbagbo qui s'entredéchirent, qui s'insultent sur les réseaux sociaux. Et on voit un Laurent Gbagbo qui est, voilà, qui manifeste un désintéressement par rapport à cela. Quand on parle de roublardise, quand même, c'est pas un peu fort? Mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'ex-président de la Côte d'Ivoire, le général Robert Gueye, qui l'a traité de roublard. Et Guillaume Soro aussi, voilà, l'a dit. Donc moi, je ne fais que dire ce que je vois. D'accord. Vous répétez juste ce que vous avez entendu. Mais Gbagbo, c'est un roublard. C'est pas caché, tout le monde le sait, pour ceux qui l'ont fréquenté. Puisque finalement, hier, vous parliez du président Ouattara en disant Ouattara, aujourd'hui vous dites le président Ouattara, hier vous disiez le président Gbagbo. Est-ce qu'on ne pourrait pas rester sur les titres d'anciens présidents, notamment sur ce plateau, parce que vous risquez pourquoi pas demain de nous dire président Guedreau, donc président Bédier. Non, pas du tout. Tout à l'heure, pour préluder ce que je disais, j'ai dit le président Laurent Gbagbo. Voilà, peut-être que vous n'avez pas prêté attention. Donc vous reprochez au FPI la roublardise du président Laurent Gbagbo. Son doux jeu, voilà, le fait d'instrumentaliser cette jeunesse qui ne comprend pas forcément le débat des fonds pour assouvir, bien entendu, à ces désirs buesques. Qu'est-ce que vous avez compris aujourd'hui, vous, de ces débats de fond? Parce que vous étiez jeune à l'époque et vous ne compreniez pas. Vous avez l'impression d'avoir été instrumentalisé à l'époque? Bon, d'abord, ok, donc j'aimerais qu'on me laisse ici la latitude de m'expliquer. Bien sûr. On n'a pas beaucoup de temps, allez-y, prenez Voilà, il n'y a pas de souci. Allez-y. D'abord, le FPI, c'est un parti qui a trop menti à la Côte d'Ivoire. Moi, à l'époque, qu'est-ce que je disais lorsque je me battais pour que Laurent Gbagbo sorte de prison? J'ai demandé à ce que le FPI ne parte pas en rang dispersé, il fallait qu'ils soient unis. Mais voici des gens qui veulent conjuguer la démocratie, qui eux-mêmes n'ont pas de pratiques démocratiques. Parce que quand on a des camps retranchés au FPI, quand on s'insulte sur les réseaux sociaux, quel exemple on donne à la jeunesse? Donc je pense qu'il y a un problème d'abord à ce niveau-là. Hier, je leur ai demandé simplement de s'unir la tendance à Boudama Sangaré, Feu à Boudama Sangaré, et la tendance à Finguessa, de s'unir avec un seul leader pour aller, bien entendu, conquérir le pouvoir d'État politique. Mais on ne m'a pas écouté, on m'a traité de tous les noms, on m'a tagué de traits, de vendus, etc. Donc ce n'est pas nouveau pour moi, c'est le thème que j'ai déjà entendu hier. Voilà. Maintenant, si vous voulez qu'on approfondisse, ça n'a pas de souci. Terminé. Quand vous avez terminé, vous nous faites signe. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les membres du FPI, en tout cas ceux qui vous regardent aujourd'hui, est-ce qu'ils n'ont pas sur vous un regard selon lequel vous faites aujourd'hui le procès du FPI, peut-être parce qu'on vous trouve proche d'un autre mouvement, par exemple? Mais qu'est-ce que le FPI a apporté à la Côte d'Ivoire, concrètement? Avant qu'il fasse mon procès, qu'on me fasse le bilan du FPI. Parce que Laurent Gbagbo, une fois ici, dans un discours solennel, a dit que la Côte d'Ivoire avait suffisamment d'argent et qu'il arrivait à payer les fonctionnaires des pays aux alentours de la Côte d'Ivoire. Mais je peux savoir, on peut me parler de guerre, il n'y a pas de souci. Mais la Côte d'Ivoire était divisée en deux. La partie qui était sous contrôle gouvernemental, qu'est-ce que Laurent Gbagbo a réalisé de façon matérielle pour qu'on puisse le voir? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, je me réjouis. Aujourd'hui, je suis heureux de voir des pro-Gbagbo rentrer.
Ça montre un peu l'immensité et la grandeur de l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Parce qu'à votre époque, on ne rentrait pas. À votre époque, on disparaissait. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, qu'ils aient le courage de dire devant les Ivoiriens ce que le président Ouattara a fait ici en Côte d'Ivoire. Mais ils sont là, ils sont devenus tous muets comme des capes. Et c'est dommage. Parce que la Côte d'Ivoire évolue. Et ils ont vu aujourd'hui. Et c'est que beaucoup parmi eux se perdent d'Abidjan ici, mais n'ont pas le courage de le dire aux Ivoiriens. Donc j'aimerais dire que sur ce côté-là, il faut qu'on soit vraiment, soit vraiment clair et vraiment sérieux. Voilà. On peut estimer que ce sont des propos propagandistes aussi, Johnny Pacheco. Non, il n'y a pas de propagande. Il n'y a pas de propagande. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on prend l'autoroute du Nord pour aller à Yamoussoukro, on ne se croirait pas en Allemagne? Aujourd'hui, quand on prend, ou en Finlande, par exemple, lorsqu'on prend la route de Gagnoa pour aller à chose, comment on appelle ça, Undusi, en temps de nuit. Et vous vous rendez compte que maintenant? Non, mais justement, j'ai dit tout à l'heure que lorsque je dénonçais ces choses-là, le président Ouattara venait à peine de prendre le pouvoir. Mais on l'a jugé mal, ou on l'a vite jugé, au fait, on ne l'a pas compris. Mais c'est un monsieur qui continue de travailler, qui a fait ses preuves. Et aujourd'hui, on peut ne pas l'aimer, mais tous reconnaissent à l'unanimité que le président Ouattara est un bâtisseur. Qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui, Johnny Pacheco? Pardon? Qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Je regrette de n'avoir pas compris tôt le président Alassane Ouattara, parce qu'en réalité, c'est celui-là même qui symbolise l'oufouettisme. Alors, moi, j'ai une question par rapport à votre démarche. Oui. Vous aviez, donc, dans le temps, on en a parlé, tenu des propos très durs. Ouais, désobligeants. Aujourd'hui, oui. voilà, désobligeants, comme vous le dites. Aujourd'hui, vous bénéficiez des faveurs de ce même gouvernement. Oui. Est-ce qu'on ne va juste pas dire aujourd'hui que M. Koukounion sèche son habit là où le soleil brille? Non, pas du tout. Je bénéficie de quelle faveur? Je ne suis pas venu ici escorter. Je n'ai pas de garde-corps. Pourtant, à l'époque de Laurent Gbagbo, Blé Goudé était escorté. Les 5 dirigeants de la FECIC étaient escortés. Ils étaient des milliardaires. Mais allez voir mon compte en banque si vous allez voir 100 000 francs à l'intérieur. Donc ce que vous racontez, c'est du n'importe quoi. Excusez-moi de le dire, mais je le dis pour c'est peut-être parce qu'il n'y a que 100 000 francs que vous êtes là aujourd'hui. Non. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais vous ne pouvez pas estimer que c'est n'importe quoi. Vous avez peut-être envie qu'il y ait un peu plus. Vous avez dit des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais on n'a pas dit que vous racontez n'importe quoi. Non. Donc, je dis pour ceux qui pensent comme elle, je m'excuse si mes propos l'ont blessé, mais je vais dire simplement que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a aucune faveur qui est faite à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco a vu le travail qui est battu ici en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco est pro-progrès, pro-développement. Il aime son pays. Et c'est normal qu'il soutienne le président Alassane Ouattara parce qu'il veut que la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire évolue. Donc voilà. Vous vous êtes basé que sur des préjugés au début, vous avez été manipulé. Aujourd'hui, vous avez ouvert les yeux et vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et que vous voulez accompagner le président. Nous nous sommes basés sur des préjugés, mais on n'a pas été manipulé, on a été induit en erreur. Parce que je n'ai pas 16 ans, je l'ai dit. Voilà. Alors, M. Koukounion, on va revenir à votre mouvement, donc le mouvement progressiste africain, MPA. Et vous avez mentionné tout à l'heure dans votre propos un parti politique de pression. C'est quoi déjà un parti politique de pression? Et ensuite, je pose ma deuxième question. Pas un parti politique, un mouvement politique de pression. C'est un mouvement qui fait pression sur les dirigeants afin qu'on utilise les biens publics pour aider le contribuable. Est-ce que vous pensez que les biens publics sont mal utilisés en ce moment? À l'époque, on se faisait les préjugés. Mais aujourd'hui, effectivement, les biens publics sont bien utilisés. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui reste à faire, mais les biens publics sont bien utilisés. Quel moyen de pression vous avez quand vous dites que vous êtes un moyen de pression? Non, les moyens de pression, c'est les réseaux sociaux. On n'a que notre voix pour parler. Voilà, moi, c'est ça. Est-ce que vous allez vous mouiller en parti politique à un moment donné avec le MPA? Non, pas du tout. Moi, je suis alassaniste. Je soutiens Alassane parce que le président Alassane, autant pour moi, parce qu'il développe la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il est encore là et il solutionne à l'heure actuelle les problèmes de tous les Ivoiriens. Donc, mieux le MP en parti politique, ce n'est pas d'actualité. Qu'est-ce que vous dites aux gens aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui estiment que hier, vous étiez associé à un parti, aujourd'hui, vous faites complètement le procès de ce parti-là. Vous avez insulté quelqu'un hier, aujourd'hui, vous parlez de lui avec tant d'éloges. Est-ce que finalement, vous avez l'impression d'être crédible, Johnny Pacheco? Je suis crédible. Le président Ouattara, avec toutes les armes qu'il possède, avec l'appareil étatique qu'il chapeaute, n'a jamais porté une plainte contre moi, Johnny Pacheco, en Finlande, où je résidais. Mais l'invité qui a refusé de venir ici, là, que j'appelle communément le dactylographe, mais s'il était là, c'était l'occasion aisée de nous parler directement. Parce que son patron, c'est Fanky Pri, son patron allait déposer une plainte contre moi en Finlande. Pourtant, il me bat pour que son beau-père sorte de prison. C'est aberrant. Vous comprenez, quelqu'un qui a éjecté plus de 50 millions. Vu qu'il n'est pas là. Non, mais je le dis parce que ce n'est pas caché de tous. Mais je sais, mais le camp Gbagbo Laurent on pourrait parler d'autre chose. Et Laurent Gbagbo a été témoin
dans un procès qui m'engageait contre son gendre. Ce que vous voulez dire, pour revenir à vous, c'est que vous disiez aujourd'hui que le président Ouattara, n'ayant pas porté plainte contre lui, vous avez découvert en lui une grandeur que vous n'imaginez pas. Mais justement, c'est un homme, il est l'incarnation de la démocratie pure. Je l'ai dit, voilà. Monsieur Koukounian, Chris Yvan est avec nous sur le plateau du Live Talk. On va marquer une courte pause avant de le retrouver pour évoquer d'autres questions, notamment ce geste. Vous êtes un habitué des réseaux sociaux et des prises de parole. On vous a sur le plateau ce soir pour certainement votre part de vérité sur des choses qui sont dites sur vous, sur les choses que vous avez dites également. Et puis, on parle de ce geste-là qui a incarné à un moment donné, pour ce que vaut la VAR, votre mécontentement face à une prestation des éléphants de Côte d'Ivoire avec un mot qui aura choqué plus d'un. Je ne vais pas le reprononcer ici, mais tout le monde sait. Le titre du dernier hit de Suspect 95. Voilà, c'est pas mal. Alors, j'allais répondre. Vous allez répondre. D'accord. Alors, face aux Ivoiriens aujourd'hui, des années après, face aux mamans de ces éléphants-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Au moment, je demande pardon. Voilà, je m'excuse. Et le capitaine des éléphants, Sérédier, on s'appelle tout le temps. Et lui et moi, on a eu à parler. J'ai même parlé avec sa mère une fois, lorsqu'il était de passage en Côte d'Ivoire. Je me suis excusé. Voilà, mais ça peut se comprendre. Hein. Une équipe qui avait gagné la coupe et qui sort au premier tour avec une prestation aussi médiocre. Bon, et avec le TAB encore qui était encore en moi. Bon, on peut expliquer un peu ce dérapage-là. Mais je m'excuse ici, je peux mes excuses à toute la nation ivoirienne et à tous les moments qui se sont vus offensés par mes propos. Très bien. Je voudrais revenir rapidement, M. Koukounian, sur la Finlande. Oui. Vous avez vécu en Finlande et on sait que vous désiriez ardemment la nationalité finlandaise. Vous avez fait une demande de naturalisation qui vous a été finalement refusée. Oui. Selon vos dires, vous dites que vous avez été refusé parce que des actions en justice menées par certains pro-Gbagbo. Par les pro-Gbagbo. Voilà. M. Stéphane Kipré et son beau Laurent Gbagbo. Effectivement, oui. Donc c'est ce que vous avez dit, oui. Donc que cette demande de naturalisation vous a été refusée. Alors, oui. Est-ce que finalement c'est par dépit que vous revenez en Côte d'Ivoire parce que vous n'avez pas pu finalement avoir cette nationalité et avoir votre titre de séjour renouvelé? Non, pas du tout. Ou par vengeance? Non, pas du tout. Je peux retourner en Finlande. À tout moment. Oui. Et d'ailleurs, demain, il y a ma femme qui arrive avec mes enfants. Qu'auriez-vous fait si la nationalité finlandaise vous était accordée? Déjà, qu'est-ce qui motivait votre besoin d'avoir cette nationalité? J'ai dit demain, oui. Voilà, je ferai même une vidéo sur les Ivoiriens le désir à l'aéroport. Ma femme qui arrive avec mes enfants pour me soutenir pour mes campagnes. On n'est pas là pour parler de mes campagnes, mais elle vient demain. Mais c'est pour dire, j'ai mon titre de séjour. Hein. Non, pourquoi vous vouliez la nationalité finlandaise d'abord? Non, mais pour garantir la vie des enfants, parce qu'il s'avère des moments où madame veut qu'on parte par exemple aux États-Unis, en Thaïlande, et à chaque fois faire des demandes de visa avec son passeport. Alors qu'eux, ils n'ont pas besoin de visa, c'est vite fait. Donc c'était un peu pour sans conviction? Non, pas sans conviction. Non, sans conviction aucune. Ça ne vous éloignez pas de vos objectifs politiques pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qu'on connaît? Pardon? Est-ce que ça n'allait pas vous éloigner de vos objectifs politiques pour la Côte d'Ivoire? Faire une demande de nationalité et renoncer à la nationalité sont deux choses totalement distinctes. Expliquez-nous un tout petit peu. Voilà, le président Bédié, il est français, mais le président du PDCI. On parle de naturalisation. Oui, mais il est naturalisé français, mais le président du PDCI. Ce sont vos dires et vous les assumez. Non, mais le président Bédié, il est français. Et ce n'est pas caché de tout le monde. Hein. Tout le monde le sait ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que vous êtes prévalu? Est-ce que vous avez des preuves que le président Bédié est français aujourd'hui? Je vous l'ai dit. Vous avez des documents? Vous pouvez appeler Bédié, il va vous dire ce que Johnny si vous l'avez dit, donc ça veut dire que vous devez certainement avoir les preuves. Le président Bédié est français. Et je vais me limiter à Bédié, sinon je peux citer des pléthores d'hommes politiques ici en Côte d'Ivoire qui jouissent de la double nationalité. Mais franchement, on est d'accord que ça n'engage que vous sur ce point-là. La Constitution nous demande de ne pas renoncer à la nationalité ivoirienne, c'est tout. Même quand on fait le dépôt des dossiers à la CEI, vous faites une déclaration sur l'honneur pour dire que je n'ai jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Mais alors que vous, honnêtement, au-delà de ce qui est légal, de ce qui est sur papier, moralement, vous savez bien qu'à un moment donné, vous avez tenté d'avoir une autre nationalité. C'est juste parce que ça n'a pas marché. Mais moralement. En quoi est-ce que c'est un drame? Vous n'avez pas eu l'impression de trahir cette conviction de cette Côte d'Ivoire que vous aimez? Non, mais écoutez, j'ai toujours aimé la Côte d'Ivoire et je me suis toujours attaché à la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, depuis
depuis l'Hexagone, j'ai continué de multiplier mes actions par vidéo interposée sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'État qui n'allait pas ici en Côte d'Ivoire. Imaginez un tout petit peu que ça ait marché, votre demande de naturalisation. Nous en Côte d'Ivoire, comment on se serait senti d'avoir un Finlandais qui est en train de trouver que les choses ne se passent pas bien en Côte d'Ivoire? Je vous rappelle, cher monsieur, que les pro-Gbagbo qui insultent le président Ouattara chaque jour sur les réseaux sociaux, mais sont tous de nationalité française. Ils sont assis en France. On leur demande de rentrer ici en Côte d'Ivoire pour venir développer leur pays. Ils refusent. Pourtant, c'est eux qui s'invitent de la politique ivoirienne. C'est ça. Mais moi, j'ai envie de dire que comparaison n'est pas raison, en fait. C'est pas parce que certains le font que vous, ça reste légitime ou ça reste politiquement correct, en fait. De ces personnes-là. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, on va laisser M. Kounio répondre. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Parce que là, si on veut parler en termes de droit, la Constitution ivoirienne de Côte d'Ivoire demande à chaque candidat, ne demande pas à chaque candidat de ne sait pas être prévalu d'une autre nationalité. Mais on vous demande de faire une déclaration de non-rénonciation à la nationalité ivoirienne. Parce qu'au fait, l'amalgame est fait ici. Mais encore dans votre cas, ça n'a pas marché. Hein. On est d'accord? Non, j'ai dit que j'ai le droit de demander la nationalité. Mais il y a d'autres qui ont la nationalité et ils conservent la double nationalité. Mais c'est lorsque vous rejetez la nationalité ivoirienne, vous renoncez à cette nationalité pour conserver uniquement la nationalité européenne, c'est là qu'il y a un problème. Mais moi, je demeure ivoirien dans l'âme et dans l'esprit. De temps en temps, pour les besoins de la cause, vous pouvez avoir une autre nationalité. Les besoins administratifs. Oui, mais non. Plutôt familiaux, pas administratifs. Voilà, j'ai dit que je le faisais pour la famille. Très bien. Voilà. J'ai une question. Alors, comment vous êtes senti lorsque vous êtes revenu pour la première fois dans votre pays, celui que vous aimez? J'étais perdu. Okay. J'étais perdu à l'aéroport parce que ça ressemblait à un aéroport international. L'aéroport d'hier, c'était un désastre. Voilà, je me souviens encore. Qu'est-ce qui ne marche pas à l'aéroport avant? Johnny Pacheco, vous êtes j'ai envie de dire, régulièrement sur les réseaux sociaux. Oui. Vous avez l'outil informatique. Oui. Et vous voulez nous faire croire aujourd'hui que vous n'aviez aucune image de l'aéroport d'Abidjan avant que vous n'y arriviez. Justement, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, quand vous arrivez à l'aéroport, les panneaux de signalisation sont des panneaux modèles européens. Voilà, vous payez des packs. Le système il est informatisé à l'aéroport aujourd'hui. Vous croirez effectivement dans un aéroport international. Non, il a toujours été informatisé, le système. Non, pas du tout. Madame, j'ai été gendarme. Vous ne travaillez pas aérien? Non, j'ai été gendarme. Mais quand vous dites que le système a été informatisé, non, le système n'a jamais été informatisé. Le système n'a jamais été informatisé. Tous les Ivoiriens le savent. Voilà. Nous avons eu des gens qui sont arrivés accidentellement au pouvoir. Et leur bilan le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Leur bilan le dit. Aujourd'hui, vous avez une équipe qui est là et cette équipe-là, elle travaille. Elle a la volonté de travailler. Et aujourd'hui, nous pouvons voir, nous pouvons toucher effectivement le fruit de leur travail. On sent en tout cas que vous aimez beaucoup votre pays dans vos différentes déclarations. Bien sûr. Et ce pays que vous découvrez en ce moment. Moi, j'ai juste envie de vous demander, vos enfants sont-ils ivoiriens? Mes enfants, oui, ils sont ivoiro-finlandais. J'ai une fille ici en Côte d'Ivoire qui a 11 ans, qui aura 12 ans le 2 octobre 2021. Mais je n'ai jamais voulu qu'elle parte en Europe. Hein, je lui ai demandé de prendre en tout cas cette attache-là culturelle, voilà, avec son pays, voilà, cette attache civilisationnelle avec son pays, de façon à s'imprégner effectivement des réalités. Pourquoi? Parce que demain, si elle arrive en Europe, qu'elle était détachée totalement, dénaturée, moi personnellement, ça n'allait pas me plaire. Donc j'ai demandé à ma fille de rester jusqu'à ce qu'elle soit mature pour effectivement, si elle le désire demain, pourquoi pas aller en Europe. Donc j'ai des enfants qui sont finlandais, c'est vrai, mais j'ai fait leur demande de nationalité ivoirienne aussi. Parce qu'ils ne sont pas encore ivoiro-finlandais, pour l'instant, ils sont finlandais. Oui, ils sont finlandais, oui. Ils sont finlandais, mais j'ai introduit, bien entendu, les documents. Parce qu'à l'époque, vous le savez, j'étais de l'autre côté et il m'était quand même quasiment impossible d'entamer des négociations quelconques avec le pouvoir. Voilà. Donc aujourd'hui, j'estime pour ma part qu'il est important que mes enfants découvrent leur pays. En une seconde, vous avez l'impression d'être un homme changé aujourd'hui? Oui, j'ai la paix du cœur. Je suis heureux de voir le développement qui s'opère quotidiennement en Côte d'Ivoire. Donc je suis un homme changé. Monsieur Koukounian Christ, Yvan, dit Johnny Pacheco. D'ailleurs, Rabia, je suis désolé pour les propos tout à l'heure. Non, je suis désolé encore.
Voilà. Très bien. En tout cas, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau-là. On aura certainement d'autres occasions au moment de la campagne pour présenter vos idées aux téléspectateurs, aux Ivoiriens. Merci d'avoir accepté d'être en notre compagnie. Merci Rabia, merci Serge Kouachi, Sophie Aïda et Edith Broubleu et toutes les équipes techniques. Non, c'est bon. C'est une journaliste rompue, donc je crois que c'est bon. Elle a la peau dure. C'est bon. Merci d'avoir été en notre compagnie. On vous retrouve demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Talk. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Amin.